Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Tout de suite, le sommaire. Grève des chauffeurs de transport en commun ce lundi, un mouvement largement suivi aux grandes dames des usagers qui n'ont pas hésité à emprunter des calèches. Nous le verrons dans un instant. La télévision nationale encore en tête, la RTS est la première chaîne au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. C'est le résultat d'un sondage publié par le cabinet international Intercom. La RSI a également réussi une bonne percée. Et comme tous les lundis, le magazine des sports, au menu ce soir de la lutte, du football et des courses hippiques, nous serons avec Abdoulaye Fofanasek. Mesdames, Messieurs, il était difficile ce matin et durant toute la journée pour les usagers des transports en commun de se déplacer. Les chauffeurs de taxi, car rapides et autres observent un mouvement de grève. Leur principale doléance, la baisse du prix du carburant à Hamdao. L'avenue Cheikh Anta Diop, jadis grouillante et bruyante, avait en ce lundi de travail des airs d'une avenue fantôme. Pas de taxi qui circule, pas de car rapide qui gronde, juste de nombreux usagers livrés à eux-mêmes dans une longue attente. Cette fluidité du transport partout à Dakar, ce sont les transporteurs en commun qui l'ont ainsi décidé. C'est leur manière de s'insurger contre le coût du gasoil. Le litre est arrêté à 824 francs CFA. Et vraiment, nous sommes fatigués quoi. Parce que depuis lors, le carburant ça va trop augmenter. Chaque jour augmenter, chaque jour augmenter, chaque jour augmenter. Chaque jour on plus haut. Là, maintenant, je suis fatigué quoi. Nous sommes fatigués. Voilà, c'est ça le problème quoi. Il faut nous aider. Il faut aider. Les autorités là, il faut nous aider quoi. Le gasoil. Tout tourne autour du gazole. Imaginez que l'on gagne 50 000 francs par jour et que l'on dépense 35 000 dans le gazole. C'est insupportable. Et il nous faut nous acquitter aussi du versement quotidien. Ce qui fait que nous nous en sortons avec moins de 1000 francs par jour. Le mot d'ordre de grève est sonné depuis hier et le traitement imposé aux défaillants se passe de commentaires. La scène se déroule sous le regard impuissant des usagers. Certains font le pied de grue depuis des heures déjà. Depuis 7 heures. Je suis là depuis 7 heures, j'ai pas pu avoir une voiture, j'ai perdu mon temps et je suis même en retard au boulot. Il faut vraiment que le gouvernement nous vienne en aide. Depuis 7 heures du matin, 10 heures. C'est vraiment pénible, il est 10 heures alors que nous sommes là depuis 7 heures, c'est du gâchis. La journée d'aujourd'hui est donc chômée par des centaines de personnes faute de moyens de transport. Les usagers croisent les doigts pour qu'un terrain d'entente soit vite trouvé. Tous les moyens étaient bons ce matin pour se rendre au travail. Si certains n'ont pu se déplacer, d'autres se sont rabattus sur les charrettes et autres motos, comme vous allez le voir dans ce reportage de Ibrahim Andaouma. Ce matin à Dakar, les transports en commun étaient presque invisibles. Des groupes de travailleurs qui attendent désespérément un taxi, un bus ou un autre moyen de transport pour rallier leur lieu de travail. On est là depuis 8 heures, on ne peut pas passer à cause de la grève. Quoi. On est vraiment désolé. En temps initial, j'ai payé 200 pour aller en car, pour aller chez moi, mais aujourd'hui j'ai payé 500 francs. 48 heures de grève pour protester contre le coût élevé du carburant, c'est le mot d'ordre des transporteurs en commun. Ablaye Wade xolal def na lu war lu ko war def nako defal na demukaay ñoo ko doon jooy defar na ko makakaar macha allah yaa ngi dégg électricité bi dox na tranquille mais nag dafa am doone cin lu moo xat-xat kon faaw nañ koy xorom te cin lii baax amul roq buy seet Ablaye Wade na gestuwaat sa wër si sax xam ne sa wër si sonn nañ yaa ngi dégg dañoo sonn gasoil bi seer na. Les Dakarois se rabattent sur les charrettes, un moyen de transport inhabituel mais qui rend service. La situation est vraiment difficile. Je vais à Grand Dakar et j'ai payé 200 francs. De Castor à Colobane, on paye 100 francs, mais tout dépend de la destination du client. La situation arrange également les propriétaires des scooters. Ils se sont transformés en transporteurs. C'était à Guédia, donc je vais sur la route là pour prendre un client de moi. Donc il m'a payé 1000 francs
que je vais l'amener, c'est lui. Donc tu te profites bien de la situation? Oui, je profite bien de cette situation parce que c'est très beau, quoi. Mais aussi, je demande aussi que le gouvernement fait quelque chose, quoi, pour les transporteurs. Certains ont carrément opté pour la marche ou les rouleurs, prêts à parcourir de longues distances. On nous a fait descendre de notre véhicule et en plus on nous a même pas remboursé notre argent. Alors qu'il y a des gens qui ne peuvent pas marcher de longues distances pour se rendre au lieu de travail. La grève des transports sonne comme un mauvais cadeau de nouvel an pour les Dakarois. Tout le contraire des scooters et des charretiers qui font la bonne affaire. L'actualité nationale, c'est également la semaine de la propreté de Dakar qui a été lancée ce matin. Le ministre de la Culture, du Genre et du Cadre de vie, aidé par tous les acteurs du secteur du nettoiement, dont les syndicats et les concessionnaires, déploient les gros moyens. 4800 techniciens de surface et plusieurs jeunes sont mobilisés ensemble. Ils s'engagent à aller en guerre contre les dépôts sauvages d'ordures, à nettoyer, à désensabler les grandes artères de la capitale. Amidou Diop. Le lancement de l'opération s'est déroulé au Grand Théâtre, mais c'est sur le terrain que la plupart des coups de balai ont eu lieu. Sur l'autoroute déjà, des moyens impressionnants sont utilisés. Beaucoup de détermination pour débarrasser la ville de ces ordures. Ce que nous avons l'intention de faire pendant cette semaine de la propreté, c'est d'enlever tous ces pierres, ces gravats qui encombrent notre cité, hein, et qui sont véritablement un frein à la propreté et à la beauté de notre capitale. Partout, la caravane a trouvé des travailleurs engagés. Les femmes et les hommes techniciens de surface se sont félicités de la démarche innovante du ministère. Pour mieux huiler le système de ramassage des ordures, la tutelle a créé le corps des inspectrices. Nettoiement vont nous permettre de remplir deux missions. La première mission est une mission d'information et de sensibilisation. C'est extrêmement important à l'endroit des femmes dans les maisons. La seconde mission des inspectrices, c'est de surveiller, c'est de contrôler. Et je leur ai dit, votre mission c'est de contrôler que le travail de pré-collecte est fait depuis les maisons jusque dans les dépôts. Mais votre travail c'est également de contrôler que les agents du nettoiement remplissent leur fonction correctement. À Rufisque, les populations sont sorties en masse. Leur adhésion est, selon les syndicats de travailleurs, source de beaucoup de satisfaction. Cette mission consiste non seulement à sensibiliser les populations, mais aussi à sensibiliser les travailleurs par rapport aux ruptures qui ont été opérées. Et nous avons l'impression que depuis un certain temps, c'est une gestion inclusive qui est là. Nous qui sommes les principaux acteurs sont impliqués et vraiment ça nous rassure dans un premier temps. Les concessionnaires n'ont pas voulu être en reste. Ces activités de nettoiement ont nécessité leur forte implication. On est dans les ordures depuis 20 ans. Cette action, c'est la première fois qu'on la mène depuis qu'on a les ordures. C'est la première fois, je dis. Aucune instruction, aucun ministre, personne n'a jamais fait ce qu'elle a fait aujourd'hui. Parce qu'on a fait l'ensemble des départements de Dakar en une journée. On est parti dans tous les secteurs. À Bobos, le ministre d'État s'est entretenu avec les récupérateurs qui ont exprimé leurs doléances. Sur la table, la question des conditions difficiles de travail. Le ministre d'État les a rassurés et leur a promis que la création des centres d'enfouissement technique devra considérablement les soulager. Allons à présent dans la vallée du fleuve Sénégal. C'est pour parler de la tournée économique du ministre de l'Agriculture. Le vœu exprimé par Ahmad Sall aux producteurs est de faire 30 000 hectares de contre-saison sur place. Certains ouvrages sont déjà fonctionnels, d'autres en construction. Charbon Baguet. Le pari lancé par le ministre de l'Agriculture de faire 30 000 hectares de contre-saison coïncide avec le début d'importants travaux entrepris par le gouvernement pour la maîtrise de l'eau. D'abord, le projet de développement agricole intégré d'Injawar dans la communauté rurale de Guédé Village de l'arrondissement de Gamadji-Sarré. Il vise à contribuer à l'augmentation de la production risicole et à améliorer les conditions de vie en procurant de l'eau potable. Il est aussi prévu l'aménagement d'une cuvette de 500 hectares en maîtrise totale de l'eau.
La livraison du périmètre est prévue en juillet 2012 et celle des bâtiments en janvier de la même année. Ensuite, cap sur Amadi Ounaré. La réhabilitation du casier de Ounaré s'inscrit dans le cadre du programme de gestion intégrée des ressources en eau PGIR. Son objectif principal vise l'amélioration de la disponibilité de l'eau pour les besoins d'irrigation et les cultures de décrue. La construction de ces importants ouvrages illustre le rôle important de l'agriculture dans le processus de développement. Nous allons travailler avec méthode, nous allons travailler avec rigueur, nous allons travailler avec engagement, en anticipant et en faisant les choses à temps. Parce que notre principe, c'est que, contrairement à ce qu'on peut penser, je suis intimement et fermement convaincu que le temps perdu ne se rattrape jamais. Et que le calendrier agricole est un calendrier qui nous est imposé par la nature. C'est à nous de nous adapter. Et il est prévisible, ce calendrier. Il n'est pas un mystère. Il nous faut aller vers des rendements plus élevés, notamment dans le delta, qui concentre l'essentiel des casiers rizicoles. Il nous faut aller vers l'augmentation des aménagements dans la moyenne et dans la haute vallée. L'ouvrage du Djamel, démarré en 2008 et réceptionné en juin 2010, entre dans le cadre du projet d'aménagement hydro-agricole du périmètre de Kobilo. Ses objectifs principaux, le désenclavement des villages, de quartiers de Matam et des zones de production, avec l'amélioration de l'hydraulicité du Djamel dans sa partie aval. Sa construction résulte de la rupture des digues en terre consécutives à la montée rapide des eaux du fleuve Sénégal. Enfin, le pont du barrage du Namel intègre le programme intérimaire pour le développement agricole de Matam, PIDAM. Il a permis le désenclavement aussi de 21 villages et la commune de Waoundé. Il favorise aussi l'amélioration des cultures de décrue sur une superficie de 6000 hectares. Ce champ de sorgho hybride illustre déjà son rôle important. Selon une étude du BIT, 40% des populations africaines profitent directement ou indirectement de la production cotonnière. C'est pourquoi cette activité doit être réglementée et cela doit passer avant tout par une bonne formation des acteurs à la base. C'est ce qui a motivé la tenue d'une université du coton chez nous. Ces assises de 72 heures qui se sont déroulées à Kolda ont permis aux participants issus de 12 pays d'Afrique d'acquérir des connaissances pour une harmonisation de leurs décisions face à l'extérieur. Éric Nimati. Cette année, on s'attend à une production record de coton sur le continent malgré une situation pluviométrique instable dans certains pays de la sous-région. Une performance qui ne va certainement pas profiter aux paysans africains si toutefois l'Occident continue de subventionner ses cotonculteurs. Face à cette injustice qui dure, les participants à ces assises de Kolda prônent un changement de comportement. Ils veulent désormais mieux s'armer pour aider les dirigeants du continent à mener une bonne communication durant les négociations avec l'extérieur. Comment pouvoir discuter avec les producteurs, les dirigeants des sociétés cotonnières et comment même négocier avec les partenaires pour avoir de l'argent, organiser des séances de formation pareilles. Donc voilà ce que nous voulons faire. De plus en plus, les producteurs de coton sont appelés à jouer des rôles importants. Il y en a qui participent d'ailleurs au conseil d'administration des sociétés cotonnières. Ils sont partout sollicités dans leur pays ou par les autorités qui les consultent pour les avis sur le coton et même participent à des concertations internationales sur le coton. Donc il y a lieu que le niveau soit renforcé. Selon ces élus et salariés des organisations professionnelles cotonnières africaines, la fibre produite sur le continent est de très bonne qualité, la meilleure sur le marché mondial. Il faut continuer à assurer cette position, d'où toute l'importance de l'accessibilité des intrants et équipements agricoles, un sujet débattu au cours de cette rencontre. Nous savons que dans ces grands pays-là, les intrants, le matériel sont subventionnés. Alors, chez nous, avec les institutions de Bretton Woods, on avait amené tous les pays à se désengager de l'agriculture. D'où le fait que l'approvisionnement en intrants n'existait presque plus, le suivi, l'encadrement n'existait presque plus,
Et surtout, la recherche a été disloquée. Pendant donc 72 heures, ces étudiants spéciaux venus de plusieurs pays d'Afrique ont été initiés dans beaucoup d'autres domaines du management. Des formations qui leur permettront désormais de mieux défendre l'intérêt du continent dans le commerce international. La RTS, première télévision au Sénégal et en Afrique de l'Ouest, c'est ce qui est ressorti dans le sondage du cabinet international Intercom. Dans la catégorie radio, RSI n'est pas en reste. Elle vient en 3e position après Walf et Sud FM. Le journal L'Observateur est le plus lu des quotidiens. Résultat épluché par Abdoulaye Sinkari. La RTS trône en tête du peloton télévisuel au Sénégal. Elle est suivie par Walf et 2STV. Résultat valable aussi bien à Dakar que dans les régions. Plusieurs éléments ont été pris en compte dans ce sondage avec un échantillon de 900 personnes. Il s'agit du taux de pénétration dans les sous-groupes, les 10 sous-groupes qui composent les populations cibles au Sénégal, notamment le corps diplomatique, les jeunes, les femmes, les étrangers résidant au Sénégal, les Sénégalais vivant à l'extérieur, etc. Pour plus un indicateur relatif à la présence sur le réseau satellitaire. Leader, la télévision nationale est également dans la sous-région. Là, les résultats sont basés sur 3 indicateurs majeurs. La compétitivité de l'entreprise, la compétence de ses ressources humaines et sa capacité de mobilisation de ressources financières. Dans la catégorie radio, Radio Sénégal International garde une place honorable. 3e au niveau national après Walf et Sud FM. À Dakar, c'est Zik FM qui vient en tête, suivi de la RFM et de Walfadjri. Pour ce qui est des journaux papiers, l'Observateur reste le quotidien le plus lu, alors que l'agence de presse sénégalaise est leader des sites d'information. Au-delà du classement, le sondage a une toute autre portée. La finalité d'un sondage, c'est d'offrir aux entreprises de presse et aux entreprises de manière générale, aux services marketing, etc., des outils marketing. Donc, leur permettre d'avoir une visibilité et puis permettre aux médias, aux entreprises concernées, de voir leur faille un peu. Dans ce sondage, le classement de la télévision nationale n'est qu'une confirmation. 2012 s'installe avec de plus grands défis et le public a encore une raison de faire confiance à sa télé. N'est-ce pas, Abdoulaye Sinkare? Le réseau des cadres du Bawal a organisé une journée de consultation gratuite pour les habitants de Khombole et environ. Les populations ont répondu massivement à l'appel, occasion également pour le RECAP d'offrir beaucoup de médicaments aux patients. Le RECAP œuvre depuis 6 ans dans la zone du Bawal. Son objectif est d'assurer aux populations une meilleure prise en charge sanitaire. Claire Diop. Yacine a fait des kilomètres pour rencontrer le spécialiste, peut-être pour une première fois. Elle a un grand espoir d'être soulagée de son mal. L'émotion est à son comble. Un peu réticente, elle a fini par prendre son courage à 2 mains. Le dentiste peut commencer son travail. De l'autre côté, une personne du 3e âge en pleine consultation. À l'image de cette dame, des milliers de patients venus de Khombole et environ ont bénéficié d'une prise en charge médicale durant toute une journée. J'ai mal à l'œil, à l'oreille, au pied. J'ai vu le médecin qui m'a consulté et prescrit les médicaments. Je suis vraiment très satisfait du service. Je remercie le RECAP. Pour la première fois, les journées du RECAP sont précédées d'une conférence qui vise à sensibiliser les malades. Et sans avoir eu les données, nous avions choisi d'emblée de parler du diabète et de l'hypertension artérielle. Beaucoup de maladies rhumatismales aussi, avec des douleurs articulaires, des sciatalgies, beaucoup de problèmes cutanés. Des journées de consultation gratuites dans la zone, cela ne se passe pas tous les jours. Des chiffres montrent que certaines maladies posent de réels problèmes de santé publique. Le RECAP prend les devants face à ces situations. Et cette fois-ci, on va faire des journées de consultation ciblées.
C'est-à-dire on ne va plus faire des journées de consultation médicale de masse, mais on va faire des journées en direction, par exemple, des diabétiques, en direction des personnes atteintes de maladies d'hypertension, et on va aussi cibler les personnes atteintes de cataracte. L'édile de la ville se félicite de l'initiative. Khombol en avait besoin. Ce n'est pas uniquement pour les populations de Khombol-Ville, mais des populations de l'ensemble des communautés rurales qui sont autour. Ils sont venus très tôt le matin, pour bénéficier de ces consultations. C'est la 6e fois consécutive que le RECAB organise de telles activités. Créée depuis 2006, la structure œuvre dans le social sur toute l'étendue du Bawol. Cela pour un mieux-être des populations, surtout les plus vulnérables. Nous restons toujours à Khombol en marge des journées de consultation gratuites organisées par le RECAB. Le médecin-chef du district sanitaire a salué l'initiative et appelé à une pérennisation de ces journées. Dr Hadija Fall Traoré a profité de l'occasion pour interpeller les autorités à propos du centre de santé. Nous l'écoutons. C'est un centre qu'on a inauguré récemment par le président de la République. Donc c'est un appel que nous faisons aussi pour vraiment mieux équiper le centre, parce qu'il y a le bloc opératoire qui n'est pas encore équipé. Il y a également la radiologie, on a reçu l'appareil mais ce n'est pas encore fonctionnel. Et également penser à Khombol pour avoir du personnel qualifié et en quantité suffisante. Ça vraiment c'est un plaidoyer que je tenais à faire. En plus de ça, c'est vrai que le réseau, ils ont promis d'envoyer des CS, mais ce serait aussi au niveau du ministère qu'on puisse nous envoyer des médecins, des sages-femmes en quantité suffisante et qu'on nous équipe surtout le bloc opératoire et nous aide à rendre fonctionnel l'unité de radiologie. Je pense que les populations en ont besoin. La diaspora sénégalaise a rendu hommage à Amadou Mokhtar Mbow. C'était lors de sa 3e rencontre à Dakar. Durant 3 jours, ces expatriés ont échangé sur les grands défis de la science. Kalsoum Sall. La rencontre des Sénégalais pour une organisation utile des ressources de la communauté des expatriés se veut un cadre de réflexion sur les grandes questions qui interpellent notre pays. Nous avons une philosophie, ce qui nous intéresse, ce n'est pas nos réussites individuelles, mais la façon dont nos réussites individuelles, on la met à la disposition du peuple qui nous a permis de réussir. Pour cette 3e rencontre appelée Homme Coming, il s'agira d'échanger sur le thème science, technologie et éducation. L'occasion aussi pour ces expatriés de rendre hommage à Amadou Mokhtar Mbow pour ses 90 ans. Des témoignages n'ont pas manqué. M'a montré le chemin pour refuser d'être cantonné à une forme d'éducation élémentaire, là où les colonisateurs voulaient nous maintenir. Il m'a donné l'exemple d'un véritable parcours du combattant. Ce qui paraît important, c'est que si l'université de Dakar existe jusqu'à maintenant, c'est qu'en 1968, elle a été fermée, on a loué à nouveau. C'était qu'il y a eu des gens comme lui qui ont cru à l'université de Dakar et puis surtout qui étaient des hommes de dialogue. Amadou Mokhtar Mbow de se réjouir de cet honneur qui lui est fait. Cet hommage, évidemment, je le dois à la générosité de tous ceux qui ont parlé, qui ont retracé un peu ma vie, que je ne sépare pas de celle de tous les Sénégalais voyants. Dans la vie, il n'y a pas de fatalité. La pauvreté que connaissent beaucoup de Sénégalais n'est pas irréversible. Elle l'est, mais à condition de travail, toujours de travail. En ce qui concerne également les jeunes, je les encourage toujours à étudier, aller le plus loin dans les études. Nous sommes dans un monde, dans une société du savoir. D'autres lauréats sont aussi décorés pour le rôle important qu'ils ont joué dans le développement de notre pays. Sur l'international, en Syrie, les observateurs sont dans l'impasse. Certaines voix de la Ligue arabe ont appelé au retrait des enquêteurs, alors que sur Internet, un témoignage accablant d'un observateur surpris du côté de Damas, on parle de manipulation. La mission des observateurs de la Ligue arabe en Syrie menace de voler en éclats. Le président du Parlement arabe, un organisme consultatif de la Ligue, a appelé dimanche au retrait immédiat de ses enquêteurs, estimant que le régime continuait à tuer des civils innocents même en leur présence. Sur place, la télévision officielle continue de couvrir les déplacements de ces hommes, reconnaissables à leur gilet orange, tout en autorisant l'agence centrale de télévision chinoise à diffuser des témoignages contestés
contestant leur mission. Ils sont manipulés par des pays étrangers. Malheureusement, les Arabes sont toujours manipulés. Nous l'avons vu avec ce qui s'est passé en Libye, en Irak et dans d'autres pays arabes. De son côté, la contestation qui a fêté le Nouvel An en flambeaux et chansons réclamant le départ de Bachar el-Assad a réussi, elle, à transmettre par Internet le témoignage d'un observateur accablant pour le régime. Ils disent que les jeunes sont armés. Nous avons vu de nos propres yeux, nous avons constaté qu'il n'y avait pas de gens qui tiraient, pas d'armes. Où sont-elles ? La fin de leur mission pourrait signifier la poursuite des tueries dans le pays, le renforcement de la répression des manifestants par le régime et une relance des opérations des militaires déserteurs contre les forces du pouvoir. Le reste de l'actualité internationale nous conduit aux États-Unis. À quelques jours des primaires, les républicains rivalisent entre eux et c'est dans l'État de Ohio que donc tout va débuter en attendant l'ultime affrontement avec le démocrate Barack Obama. C'est dans l'Iowa que débute la campagne des présidentielles américaines. Les 150 000 électeurs républicains de l'État vont choisir mardi leurs délégués qui voteront ensuite pour l'un des 7 candidats. Jusqu'à l'été, tous les États seront ainsi consultés jusqu'à trouver celui ou celle qui affrontera le candidat démocrate le 6 novembre. Le président Obama qui s'est déclaré candidat dès le mois d'avril dernier. Les élections dans l'Iowa servent davantage à sortir des candidats de la course qu'à propulser quiconque vers une victoire. Ça peut vraiment éliminer des candidats. Favori de ces primaires, Mitt Romney, qui avait fini deuxième en 2008 derrière John McCain. Depuis plusieurs jours, comme ses adversaires, il multiplie les rencontres informelles, espérant séduire les plus conservateurs de son camp. Il y a un certain nombre de programmes qu'il va nous falloir stopper net et cela va réclamer un sacrifice de notre part. Pensez-y, nous ne pouvons tout simplement pas dépenser beaucoup plus que ce que nous gagnons. Mitt Romney est talonné au niveau national par Newt Gingrich, l'ancien président de la Chambre des représentants, dont le tempérament explosif s'est emballé les foules. Mais rien n'est joué dans l'Iowa. Ce petit État rural compte encore 40% d'indécis et le discours très religieux de plusieurs candidats, notamment de Rick Santorum, pourrait bien porter ses fruits. Vous voulez renforcer cette économie, renforcer le mariage, renforcer la paternité, renforcer la foi qui vous est inculquée dans votre Église. Les républicains espèrent détrôner Barack Obama en jouant sur une économie en berne et un taux de chômage de 9%. Le candidat retenu à l'issue de ces primaires sera investi en grande pompe lors de la convention du parti programmée fin août en Floride. Donc, on va débuter dans l'Iowa. Fin d'un séminaire de formation des directeurs d'école et maîtres arabes de la région de Thiès. Durant 4 jours, ils ont été formés à l'utilisation du guide pédagogique des classes préscolaires des écoles primaires. La cérémonie de clôture a été présidée par Ndeye Khady Diop, ministre d'État chargé de la petite enfance, Abdoulaye Sinkari. Ils ont fait montre d'un talent autre que celui d'éducateur, rien que pour rendre agréable la cérémonie de clôture. Celle-ci a très vite pris les allures d'une séance de travail entre le ministre Ndeye Khady Diop et les 80 éducateurs présents. Ces derniers ont posé beaucoup de questions relatives à leur statut, non sans magnifier la formation qu'ils viennent de recevoir. Nous venons de recevoir dans nos écoles des classes enfantines, des classes préscolaires. Il nous faut maintenant être assez outillés pour que ces classes-là, qu'on puisse assurer la bonne marche de ces classes-là au niveau de nos écoles. Nous avons fait un séminaire de 4 jours. Et vraiment ça nous a donné quand même beaucoup de compétences pour mieux gérer nos classes enfantines. Le guide est leur outil de travail. Au sortir de ce séminaire, ils vont pouvoir l'utiliser de manière plus efficiente. C'est des innovations que nous sommes en train de mener sur le terrain et que nous sommes en train de faire une étude sur l'efficacité et l'efficience de cette innovation. Et nous pensons que bientôt les conclusions de cette étude vont sortir, mais dans tous les cas, les premières tendances que nous avons reçues sont bonnes et nous espérons que les résultats définitifs qui vont
sortir seront véritablement ceux que nous attendons. Les maîtres d'arabe qui ont pris part à ce training souhaitent que le guide soit traduit dans leur langue de travail. En attendant que la tutelle étudie la requête, ils peuvent brandir leur parchemin avec fierté. Le Sud-Est, syndicat unique et démocratique des enseignants du Sénégal, a tenu son 13e congrès au stade Léopold Sédar Senghor. Les nombreux militants et sympathisants venus des 4 coins du Sénégal ont échangé sur l'opportunité de la réunification syndicale à l'échelle nationale. C'est un reportage de Moussa Diallo. Je vous dis que c'est absurde. Un constat amer venant d'un sage témoin de l'histoire, un constat qui cache en filigrane un conseil à l'endroit de la nouvelle génération de syndicalistes fort heureusement réceptifs. Un tel objectif est possible si les différentes composantes de la communauté éducative s'engagent avec rigueur et sincérité et mettent l'intérêt national au-dessus des calculs partisans. Nous y parviendrons si une telle préoccupation est portée par un mouvement syndical fort, indépendant et combatif. C'est le souci qui a guidé notre syndicat en choisissant d'organiser les discussions de ce congrès autour du thème « Quelle réforme du Sud-Est pour un mouvement syndical réunifié au service de l'école et des enseignants ?» Ce 13e congrès du Sud-Est se tient sous le signe de la réunification syndicale et dans un contexte particulier où les femmes conquièrent l'espace politique et social tandis que les chancelleries syndicales rajeunissent. Le prétexte était bon pour les viatiques. Et c'est tout à l'heure Castro lui-même qui parlait de fusionner les organisations syndicales, de développer de nouvelles formes de synergie et de solidarité. Et vous venez de régler à travers cette thématique la première forme de solidarité qui s'impose ici aujourd'hui. Nous avons 50 syndicats, ce n'est même pas 47, nous sommes aujourd'hui maintenant 50. Il y a 50 syndicats. Il faudrait qu'on aille dans la fusion des plateformes. Parce que la première forme de solidarité, c'est la solidarité entre enseignants. Le Sud-Est pouvait se réjouir de la participation de mouvements syndicaux nationaux et internationaux à ce congrès. Lecture a été faite des messages venus de l'étranger lors de cette rencontre empreinte d'émotion et couronnée par ce cadeau voulu prestigieux par les militants à leur désormais ex-secrétaire général. Installation du réseau des journalistes en santé et sécurité au travail. Ce jeudi, l'initiative est de l'ONG Préventeurs sans frontières en collaboration avec des syndicats. Objectif, mieux protéger les journalistes et communicateurs dans l'exercice de leurs fonctions. Dame Silla. Après une formation il y a quelques mois, les journalistes et communicateurs se réunissent aujourd'hui pour la mise en place d'un réseau national de promotion sanitaire et sécuritaire dans leur lieu de travail. Nous avons accompagné la formation des communicateurs en santé et sécurité au travail et aujourd'hui, c'est la mise en place de ce réseau pour vous permettre de vous prendre en charge. Parce que souvent on dit que c'est pour que vous puissiez aider les autres à parler de santé et sécurité au travail. Non, c'est pour que vous-même, que dans le cadre de vos métiers, que dans le cadre de vos activités, que là où vous êtes, que là où vous travaillez, que vous puissiez vous-même mettre en place des moyens de prévention pour empêcher aussi que l'accident de travail vous survienne. L'installation d'un comité d'hygiène et de sécurité dans toutes les entreprises constitue l'une des recommandations de la rencontre. Des propositions bien notées par le représentant du ministère du Travail. Toutes ces règles-là qui visent à promouvoir la prévention du risque professionnel en faveur des travailleurs et en faveur aussi des populations environnantes. Parce qu'aujourd'hui, vous le voyez, dans beaucoup de villes de notre pays, les entreprises sont dans l'environnement urbain. Donc les risques que génèrent les entreprises non seulement pèsent sur les travailleurs, mais aussi sur l'environnement immédiat. Donc la promotion de ces règles-là est d'un grand intérêt pour l'ensemble des acteurs. Les syndicats présents ont tous émis la volonté d'insérer les conclusions dans leur plan d'action. L'objectif est de mieux veiller à la protection des travailleurs. Un marché sous-régional va désormais regrouper les 6 pays membres de la SAFRA. C'est ce qui ressort de la 24e édition de la Semaine de l'Amitié et de la Fraternité tenue à Tambacounda. En attendant, celle-ci a abrité la foire traditionnelle. Visite guidée avec notre reporter Maman Moussagna. Sur la place Léopold Sédar Senghor, l'affluence est grande. Achète des souvenirs de la 24e SAFRA. Cette année, indique le président de la commission d'organisation, 30 stands ont été mis en place, des stands occupés gratuitement par les exposants venus du Mali, de la Mauritanie, de la Guinée-Bissau, de la Gambie, de la Guinée. On est venu pour faire l'exposition
de la foire et en même temps assister au symposium et au déroulement des spectacles. On est venu pour montrer la valeur du Burkina Faso, c'est tout. Montrer que chez nous il y a des médicaments, des vrais médicaments qui peuvent servir. La SAFRA, un cadre de réflexion et d'échange vers l'émergence et le développement. Dans cette perspective, un marché sous-régional est en vue. Nous sommes en train de nous battre avec l'étude d'un expert pour voir comment installer le marché sous-régional. Sur cette même lancée, Tambacounda a été désignée capitale de la SAFRA. La maison de la SAFRA y sera bientôt implantée. Le réseau des femmes Action et Solidarité de Podor s'engage dans l'opération Ma carte, ma caution. Elles ont acheté plus de 20 000 cartes. Pape Bonatiao. Ambiance et sonorité Peul dans un cadre idéal. Les femmes du réseau Action et Solidarité de Podor ont choisi la permanence nationale du PDS pour marquer leur adhésion dans l'opération Ma carte, ma caution. Unies et mobilisées derrière leur parrain Moussa Sow, les 32 000 membres du réseau s'engagent. Madame le ministre d'État, ma très chère sœur Aïda Mbodj, de votre maturité politique, votre slogan Ma carte, ma caution est une idée géniale et généreuse qui traduit en acte concret la vision du chef de l'État, Maître Abdoulaye Wade, notre secrétaire général et notre candidat aux élections présidentielles en février 2012. En ce 1er janvier de l'année 2012, l'initiatrice de la campagne, Mme Aïda Mbodj, ne pouvait s'attendre à un meilleur cadeau de Nouvel An. 20 406 souches réceptionnées de la part de ces femmes qui ont décidé de faire d'elle leur marraine. C'est une cérémonie de passation de service. Son association moderne de Abdoulaye Wade, Moussa Sow n'est plus le palais, c'est Aïda Mbodj votre marraine. Son association Mingini, Kouta Ngini, en ce qui me concerne, j'en fais un sacerdoce. Je vais les accompagner et je n'ai pas l'habitude de promettre. Je vais les conduire jusqu'au président Abdoulaye Wade. Et je pense qu'elles seront bien servies par ces actions initiées par le président de la République et annoncées dans son discours de Nouvel An. Le réseau des femmes de Podor, c'est 32 000 électrices qui promettent une victoire éclatante aux candidats de leur choix. Maître Abdoulaye Wade à qui elles se disent redevables. Politique toujours, Ndande dans le département de Kébémer a également reçu l'opération Ma carte, ma caution. Sur place, les femmes ont contribué à hauteur de 28 000 cartes. Nous restons avec Pape Bonatiao. Forte influence en Ndande, nous sommes dans le département de Kébémer. D'ici, la mobilisation des libéraux traduit l'enthousiasme qu'ils ont à accueillir l'opération Ma carte, ma caution. Dans un élan unitaire, ils ont tous salué l'initiative. Je voulais dire de façon très claire à la communauté de Ndande, la ville de Ndande, mais la chascarde de personnes. Dans le département de Kébémer, Abdoulaye Wade moo fi nekk, Parti démocratique sénégalais moo fi nekk. La communauté de Ndande, parmi la plus de 80%, mobilisant le Wade de 28 200 cartes ont été vendues dans le département de Kébémer. Ici encore, l'opération a réuni sur une même tribune toutes les forces libérales. Vous avez une même mobilisation, vous avez une même
ces étapes, l'opération gagne en ampleur. Ici comme ailleurs, la mobilisation a pris des allures débordantes. Toutes ces femmes sont résolument engagées à réélire Maître Abdoulaye Wade en 2012 et ce qu'elles ont démontré grâce à... Le président du mouvement Yarar pour la réélection de Maître Wade en 2012 vient de lancer un ouvrage. L'œuvre s'intitule « Moïrao, le peuple est avec toi ». Des pages où sont relayés le parcours du candidat Abdoulaye Wade. Le livre est publié à Paris dans le Monde Global édition nouvelle. Cérémonie de dédicace en présence de plusieurs hommes politiques, de militants et sympathisants du PDS. Claire Diop. L'engagement politique par l'action culturelle, c'est par ces mots que le président du mouvement a défini cette cérémonie de présentation du livre au public. Moïrao, le peuple est avec toi est un ouvrage d'une 50aine de pages. L'œuvre est une compilation de quelques articles du diplomate Souleymane Anta Ndiaye, publiés dans la presse internationale. Le contenu retrace l'itinéraire du président Abdoulaye Wade de ses débuts dans la politique à nos jours. Par ce geste, l'auteur matérialise son engagement auprès de son candidat pour les échéances de 2012, mais aussi ses positions politiques, intellectuelles et idéologiques. L'ouvrage est publié à Paris et préfacé par le journaliste sociologue Patembouch. L'événement a vu la participation d'éminentes personnalités politiques du Parti démocratique sénégalais, mais aussi de militants et sympathisants. Tour à tour, les intervenants ont salué l'initiative du président du mouvement Yarar pour la réélection de Abdoulaye Wade. Ces derniers ont également affiché leur volonté ferme d'œuvrer pour remporter les suffrages à la présidentielle du 26 février prochain. La première édition du Gala des trophées d'Amel s'est tenue ce week-end à Thiès. Pour l'occasion, Thiès Citoyenneté Positive a décerné au ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances, le Damel du Thiessois de l'année. Le footballeur Damdoy s'adjuge le trophée de la révélation. L'opportunité a été saisie par Abdoulaye Diop pour remercier le président de la République qui détermine la politique économique du Sénégal et également les populations thiessoises. C'est un compte-rendu de Abdoulaye Fofana Seck. Cadre ne pouvait être plus indiqué que la résidence Lat Dior de Thiès pour décerner le Damel du Thiessois de l'année au ministre d'État Abdoulaye Diop, ministre de l'Économie et des Finances, et celui de la révélation à Damdoy, meilleur joueur de la saison 2011 du championnat danois. Votre association, Monsieur le Président, pour sa part, œuvre quotidiennement dans cette voie, s'étant inscrite dans la dynamique d'un développement solidaire. M'inscrivant dans ce sillage, je voudrais saisir cette présente occasion pour vous faire part de mon désir profond d'approfondir avec vous cette collaboration aujourd'hui nouée pour l'inscrire dans la pérennité sous la forme d'un partenariat dont la dimension dépassera à coup sûr la seule organisation d'une cérémonie d'hommage rendue à plusieurs de nos frères et sœurs pour embrasser tous les domaines possibles de la promotion sociale à travers des actions de solidarité au profit exclusif des populations de Thiès et du Sénégal. Chers invités, permettez-moi de remercier le président de la République, son Excellence Maître Abdoulaye Wade, qui m'a fait venir à ses côtés en me confiant le ministère de l'Économie et des Finances. Il a déterminé la politique économique à suivre et m'a toujours encouragé et soutenu. Et je voudrais aussi remercier mes collaborateurs, mes collègues et tous les agents du ministère de l'Économie et des Finances qui n'ont ménagé aucun effort pour atteindre et même dépasser les objectifs qu'il nous a fixés. Je n'oublie pas non plus de remercier tous mes amis qui ont fait le déplacement pour me témoigner leur reconnaissance et leur gratitude. J'encourage Damdoy, qui est quand même mon neveu, parce que sa mère est une sœur. Je l'encourage, en tant que damel de la révélation thiessoise, à persévérer, à continuer de travailler pour concrétiser l'essai. C'est un footballeur de talent. Cette initiative des trophées et diplômes d'Amel se veut le socle du développement durable pour Thiès, la vue du donner et du recevoir, chantée par le poète président qui fut son premier maire.
Nos félicitations au coordonnateur de Thiès, Citoyenneté Positive, Malik Mbaye, au ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances, Abdoulaye Diop, donc Damel du Thiessois de l'année, et également à Dame Doye, qui a reçu le trophée de la révélation, ce qui nous permet de recevoir sur ce plateau Abdoulaye Fofana Seck, cette fois-ci pour parler sport, de la lutte, du football, des courses hippiques au menu du lundi sport. Abdoulaye Fofana Seck, bonsoir. Bonsoir. Voilà, parlons d'abord lutte pour démarrer. Ce week-end a été marqué par 2 affiches alléchantes. Oui, Maïmouna, un week-end riche en événements avec le combat entre Gris Bordeaux et Baïmboignon qui s'est soldé par la victoire du tout nouveau Tigre de Fass par KO. Dans la même veine au stade Iba Mar Diop, Sa Kadior battait avant-hier Ousmane Diop lors du drapeau de la RTS organisé par Khadim Samb, le grand chroniqueur de lutte Maodo Malik Thiandoum. Après-midi grisâtre pour Baïmagnon. Gris Bordeaux a frappé fort. Baïmagnon sur ses 3 appuis se relève, titube et tombe à nouveau. Cette fois-ci sur ses 4 appuis. La messe est dite. La furia du 3e Tigre de Fass a fait des ravages. Fin bagarreur, Gris Bordeaux a vite déclenché les hostilités. Les choses s'emballent, on assiste à un véritable pugilat. Gris Bordeaux, mieux outillé que Baïmagnon dans ce registre, enchaîne les crochets à la tempe de Baïmagnon. Et puis, le coup fatal arriva. Un crochet droit puissant sur la tempe gauche de Baïmagnon et c'en est terminé. Après une série noire de 3 revers d'affilée, Gris Bordeaux se relance et reprend sa place dans la cour des grands. Avant cette grande affiche du dimanche, le samedi au stade Iba Mar Diop, Khadim Samb fêtait ses 18 ans de collaboration avec les médias. 2 trophées étaient en jeu. D'abord le trophée RTS qui a opposé Sa Kadior numéro 2 à Ousmane Diop de Thiaroye. Sa Kadior, plus jeune, impose sa force et sa puissance physique et athlétique à Ousmane Diop, qui ne peut que constater les dégâts. Pour le trophée Sud FM, Eumeu Sène Junior n'a pas fait de détails face à Malem Niani, qui l'a battu de fort belle manière. La RTS était fortement représentée par ses directeurs et a bien marqué sa présence lors de cet événement pour répondre présent à l'appel de Khadim Samb. Abdoulaye Fofana Seck, Navetan, cette fois-ci à Diofior, la SC Demba enlève la coupe. Tout à fait, Maïmouna. La finale du tournoi de football de la communauté rurale de Ndiafat, dotée du trophée Baboussar, a été jouée ce week-end. Elle a été remportée par l'ASC Keur Nienne au départ.